Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 pour ce 19-20 du jeudi 3 août. On commence par les titres de l'édition nationale. La canicule s'étend dans le sud-est de la France. 15 départements sont placés en alerte ce soir. Les Alpes-Maritimes et le Var en font partie. Demain sera la journée la plus chaude. 300 millions d'euros de dotation en moins cette année pour les collectivités territoriales. Un décret est passé cette semaine. C'est une mauvaise nouvelle pour les communes contraintes d'annuler certains projets. On en reparle à partir de 19h30. L'actualité sur la Côte d'Azur, Nice qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Les Aiglons ont réussi l'exploit hier face à l'Ajax d'Amsterdam, un monument du football européen. Les grands yachts bouderaient-ils la Côte d'Azur cette année? 3 élus sonnent l'alerte. Christian Estrosi, Hubert Falco, Renaud Muselier ont écrit au président de la République. Un grand écran installé sur la place Georges Clemenceau avance. C'est le festival Jardin sur Cour consacré au court-métrage et c'est jusqu'à demain soir. Après le match nul à l'aller à Nice, ce n'était pas gagné, mais ils l'ont fait. Les Aiglons sont allés arracher leur qualification pour les barrages de la Ligue des Champions à Amsterdam au bénéfice des buts à l'extérieur. Score final 2-2 face à l'Ajax. L'aventure continue pour les Niçois. Les joueurs et les supporters sont heureux. De Nice de la Haye, Frédéric Tissot. Sur la pelouse d'un très grand club européen, les joueurs de l'OGC Nice viennent tout simplement de réaliser l'exploit. Il y a plein de gens qui nous ont dit après le match aller que ce serait compliqué là-bas de marquer et tout. Je pense qu'on a toujours gardé cette philosophie de jeu, de se dire voilà, on savait qu'on pouvait marquer des buts parce qu'on a joué face à une équipe qui est joueuse et qui n'a pas fermé le jeu à aucun moment. Et c'est un peu la réussite aussi qu'on a eue, mais nous on n'a pas eu peur non plus de jouer. Et ce, dès le début du match, 2 minutes à peine après le coup d'envoi, c'est lui, le défenseur, qui marque le premier but. Le début d'une histoire, comme peut en écrire le football, car au final, c'est un ancien joueur de Ligue 2 et un jeune joueur du centre de formation qui envoie Nice en Ligue des Champions. Le second but a même des allures de trait de génie. On s'en est parlé dans le vestiaire après. Il a senti que j'étais dans son dos. Donc il a tenté et il s'est pas trompé, j'étais dans son dos. Ça se travaille à l'entraînement. L'entraînement toujours à deux. Donc là, on l'a montré sur le terrain que sans se voir, on se comprend. La partie n'a pas été facile. Les Aiglons ont souffert. La victoire n'en a été que plus belle. C'est beaucoup de joie d'avoir fait vibrer tous les Niçois. Je peux vous dire qu'on a vibré nous aussi. On a été stressés nous aussi. Et je peux vous dire que les 4 minutes de temps additionnelles, elles ont été longues et infernales. L'enfer s'est finalement refermé sur l'Ajax d'Amsterdam. Et les Aiglons, eux, s'en sont allés vers leur nouveau destin européen. Et cet après-midi était prévue la traditionnelle conférence de presse de reprise du championnat pour l'OGC Nice qui affrontera Saint-Etienne samedi. La Ligue des Champions s'est évidemment invitée dans la discussion. Sur place, le reportage d'Emmanuel Félix, Frédéric Cerulli. Comme vous le dites, on y a cru jusqu'au bout. Nous, c'était dur des moments. Après, c'était dur pour eux des moments aussi. Et puis voilà. Et puis c'est nous qu'on met le 2-2 à 10 minutes de la fin. Et puis après, il fallait tenir. Exceptionnel, ils ont tout donné sur le terrain. Ça fait plaisir à voir. Donc on espère que ça va continuer comme ça. On espère qu'ils vont se qualifier pour la phase de poule, puis on verra bien, quoi. Bon. Après, on n'a peur de personne, hein. On prendra n'importe quel tirage, pas de souci. Oui, reportage sans commentaire, on aura en tout cas entendu et les supporters et les joueurs et l'entraîneur. Un mot du mercato, le feuilleton Neymar au PSG est presque terminé, le dossier Mbappé s'accélère. Selon le journal L'Équipe ce matin, le jeune attaquant de l'AS Monaco se dit cette fois prêt à partir. Et parmi les points de chute possibles, on évoque le Barça qui pourrait vouloir remplacer un certain Neymar. Voilà pour le football. Dans l'actualité, ce dramatique accident hier qui a fait 2 morts sur l'autoroute A8 à Nice, 2 femmes qui circulaient à scooter. Depuis le début de l'année, 38 personnes sont décédées sur les routes des Alpes-Maritimes. C'est une hausse de 50% par rapport à l'an dernier. La préfecture tire la sonnette d'alarme. Pascal Varnier. 38 morts sur les routes des Alpes-Maritimes depuis le 1er janvier, c'est 50% de plus que l'an dernier à la même période. Hier encore, sur l'autoroute A8, à hauteur de la sortie 51 Saint-Laurent-du-Var,
2 jeunes femmes en scooter ont perdu la vie. Au même moment, sur la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée, un homme faisait une grave chute à moto. Son pronostic vital est engagé. Triste constat de la préfecture des Alpes-Maritimes, un décès sur 3 concerne un usager de 2 roues. Principale cause des accidents, une vitesse excessive et la conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Face à cette forte hausse de la mortalité sur les routes du département, la préfecture des Alpes-Maritimes lance un appel à la vigilance. Les forces de l'ordre devraient multiplier les contrôles dans les semaines à venir. Un départ de feu en milieu de journée à Rigaud, dans la vallée du Sian. Comme à chaque fois, de gros moyens ont été envoyés sur place, 100 pompiers, 3 hélicoptères bombardiers d'eau et 2 Canadair. Le feu de progression lente a parcouru une dizaine d'hectares de broussailles. Plus d'informations sur notre site internet paca.france3.fr. La Côte d'Azur, terre de tourisme par excellence, serait-elle boudée par les grands yachts? C'est ce que dénoncent dans une lettre au président de la République 3 élus, Christian Estrosi, Hubert Falco et Renaud Muselier. Ils avancent 30% de chiffre d'affaires en baisse en escale dans les Alpes-Maritimes. Ils incriminent trop de fiscalité et de réglementation. Nous sommes allés voir ce qu'il en était sur les ports d'Antibes et de Villeneuve-Loubet. Véronique Varin, Cécile Bonté-Baratsiar. Temps idéal pour faire une sortie en yacht. Hervé Legans se prépare à aller chercher ses passagers. Mais pour la première fois en 30 ans, il se dit que c'est peut-être son dernier été. On emploie de moins en moins de Français. On se fait manger chez nous. Ouais. Les Français ne trouvent plus de travail? Non, ils trouvent de moins en moins de travail. Vous avez qu'à faire le tour des bateaux. Il y a de moins en moins de Français. On se fait foutre dehors à cause de ces charges, etc., etc. Depuis mars, en effet, un armateur employant des marins résidant au moins 3 mois en France doit payer des cotisations retraite, taux 55% contre 15% ailleurs dans l'Union européenne, rédhibitoire. Sur un 60 mètres, pour en assurance privée, ils vont payer 150 000 € par an. En France, ils vont payer 600 000 € de charges par an. Et ça, c'est énorme. Le gasoil maritime est également 30% plus cher à cause d'une taxe que seule la France applique. Alors la grande plaisance a déjà commencé à bouder les ports de PACA, moins 50% de chiffre d'affaires dans ceux du 06, a déserté aussi les chantiers navals. Les chantiers navals de réparation qui sont basés sur Marseille, Toulon, La Ciotat, annonce déjà des annulations de contrats, des bateaux qui ne viendront pas. On parle de méga-yachts de 80 mètres à 100 mètres, 120 mètres. Ils ne viendront pas faire leurs travaux hivernaux. Ces annulations se chiffrent aujourd'hui à plusieurs dizaines de millions. Et si la colère du secteur est si vive, c'est que l'enjeu est colossal. L'INSEE vient d'annoncer 120 000 emplois maritimes dans la seule région PACA. Donc vous travaillez sur des traiteurs, des fleuristes, des réparateurs, mais vous avez également des agences qui placent des marins. Vous avez un tas de professionnels en fait qui travaillent avec cette économie et c'est ça qu'on essaye de sauver. C'est pas simplement la présence des bateaux pour faire joli et pour que les photos soient réussies. Une centaine d'entreprises a donc voté une motion pour convaincre le gouvernement de mettre fin à ces distorsions de concurrence qui risquent bien de vider les quais azuréens. Depuis le 1er août, dans le Var, la chasse au sanglier est officiellement ouverte. Ouverture anticipée de plus d'1 mois pour permettre la régulation de cette espèce considérée comme nuisible. Certaines associations comme la Fondation Brigitte Bardot ont demandé la suspension de la chasse en raison des incendies. C'est sans succès, car sur le terrain, les dégâts causés par les sangliers auprès des agriculteurs sont considérables. Exemple à Tourtour, Francis Mallory, Didier Beaumont. Ils ne se cachent même plus. En cette période de sécheresse, attirés par les légumes gorgés d'eau, les sangliers n'hésitent pas à franchir les fils électriques pour venir se nourrir directement chez le producteur. Ils viennent faire ce genre de dégâts. On avait un semis de carottes en cours et ils sont venus, après arrosage, retourner la terre, je pense, chercher un petit peu les vers qui remontent. Et du coup, après, c'est un peu compliqué de récolter les carottes. Pommes de terre, carottes, oignons, courgettes... Aucun légume ne semble résister au passage dévastateur de l'animal glouton. Tout le champ et tout ce qui est retourné, c'est quasiment perdu. On n'a plus de... Et puis ils viennent toutes les nuits. Ça valait la perte de travail. Le problème, c'est que outre qu'elles soient déterrées, c'est que si on les ramasse, on n'est pas indemnisé par les fédérations de chasse. Donc je suis obligé d'attendre qu'elles pourrissent en champ pour être indemnisé de ma perte de récolte. Pour ce maraîcher bio, les indemnisations ne couvrent qu'une petite partie des pertes engendrées et les mesures de prévention proposées restent le plus souvent inefficaces. Les chasseurs estiment éliminer entre 25 et 30 000 sangliers par an et on a encore une surpopulation énorme dans le Var. Et donc il y a quels moyens on met en place pour réguler vraiment cette population.
qui devient ingérable pour les agriculteurs. Ce qu'on sait, c'est que si elle n'est pas régulée, la population, elle double tous les ans. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une régulation suffisamment importante pour diminuer la population, avec comme critère moins de sangliers dans nos cultures. Avec ce cri d'alarme, la Confédération paysanne souhaite faire prendre conscience au plus grand nombre des difficultés d'une profession qui lutte déjà au quotidien pour sa survie. Et on en vient à un autre nuisible qui fait des ravages dans les constructions en bois, c'est le termite. Dans les Alpes-Maritimes, 42 communes sont touchées. Et Berre-les-Alpes l'est depuis l'année dernière. La municipalité et les habitants se sont unis pour faire baisser le coût du traitement et débarrasser le village de l'insecte. Coralie Beck, Ariane Massiglia. Perché sur son rocher, le vieux village de Berre-les-Alpes est attaqué par des ennemis presque invisibles. La chasse est ouverte dans plus d'une centaine de maisons. Ici, là, ils sont bien blancs parce qu'ils sont gavés de cellulose. Les termites gloutons ingurgitent la nourriture empoisonnée dans l'un des 150 pièges. Une fois que le termite a trouvé une source de nourriture, a fortiori plus pratique à consommer puisque c'est de la pâte, c'est pas du bois dur, il se cantonne dans les stations et il transmet des phéromones attractives pour que les autres termites viennent se nourrir. Les insectes ramènent ainsi le poison à la colonie et la détruisent de l'intérieur. Et dans tous les 16 que vous avez autour, on ne trouve pas depuis des mois de termites. Par contre, celui-là, il est très infesté et on le nourrit régulièrement tous les 2 mois. Le coût d'un détermitage individuel s'élève à 4 000 € en moyenne. Alors la municipalité et les habitants ont décidé de lutter collectivement contre ce fléau. En traitant les 4 000 m² d'un coup, chaque propriétaire paiera au total 500 €. Voilà, donc le piège est dessous. Dans les Alpes-Maritimes, 42 communes sont concernées par le risque termite. Bien traitée, la menace peut être endiguée, mais le sujet reste souvent tabou. Les gens ont peur que ça sache parce que ça peut déprécier le prix des maisons, des appartements, etc. Mais ce qui est aberrant, parce que si on laisse faire, tout va être détruit très rapidement. Il faudra 2 à 3 ans pour être sûr d'avoir éradiqué la termitière, pour être certain de protéger le village, son patrimoine et sa population. Les produits du haut pays en vitrine dans la capitale azuréenne, c'est le principe de la boutique ouverte par la métropole Nice-Côte d'Azur. Miel, huile d'olive, vin, une vingtaine de producteurs ont été choisis pour mettre leurs produits en valeur. Pascal Massa, Jacques Sauffer. Karine et Éric Dalmasso ont repris l'exploitation de leurs parents en 2004. 5 hectares de vignobles sur les collines de Belley. Production moyenne annuelle, 15 000 bouteilles, essentiellement vendues sur place. On a une production qui se répartit sur à peu près 80% qui est vendue au domaine, avec 90% d'une clientèle touristique. Après, on a 10% cave hôtel, restaurant, principalement dans la grande gastronomie, où nos vins sont présents dans le 06 et sur d'autres tables de France. Et une petite partie à l'export. Depuis le 11 juillet dernier, leur production a trouvé le chemin du Goût de Nice. Un espace de vente flambant neuf au cœur de la ville. Une vitrine pour les produits locaux créée par la métropole. La première de ce type en France. 150 m² de surface, 230 produits du terroir présentés, à acheter et qu'il faut donc vendre. C'est un choix qu'on a fait dès le départ à la plantation et du coup on le perpétue. On passe toujours faire un petit tour pour voir les personnes qui vendent, pour prendre un peu note de ce qu'ils disent, les retours qu'ils en ont, les éventuelles questions qu'ils peuvent avoir sur certains des produits. Miel, chocolat, confiture, huile d'olive, vin, plus de 23 producteurs sont référencés, sélectionnés sur critères. Les agriculteurs ont rempli un dossier de candidature qui a été étudié par la Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers et un comité de sélection indépendant. Et cette charte précise bien, dans des termes précis, que les produits doivent venir exclusivement du territoire de la métropole. Comment ça y est, du sucre ? Un premier effet Goût de Nice peut-être. Objectif à terme pour nos Denisois, écouler 3% de leur production grâce à ce point de vente inédit. Et direction la Provence verte dans le Var. Dans le cadre de notre série de l'été, nous allons redécouvrir Barjol, village traversé par l'Argence. Depuis des siècles, il s'est construit et développé autour et grâce à la présence de l'eau, à qui il doit ses multiples fontaines, lavoir et son activité de tannerie aujourd'hui disparue. Lucas Baron, Frédéric Tissot. On raconte qu'à Barjol, chaque fontaine a sa légende. Dans ce village,
Le silence serait assourdissant si l'on venait à couper l'eau. Ce ne sont pas ses habitants qui diront le contraire. Écoutez, le chant de cette fontaine, c'est toute la Provence qui défile dans l'eau. Mon beau-père qui habitait là à côté venait là avec son verre, il remplissait là et buvait le pastis copieusement. Non seulement c'est plaisant, mais moi ça me fait des sujets de peinture. Ici, le triptyque de Barjol. Une fontaine, un lavoir et un arbre pour faire de l'ombre lavandière. Au fil du temps, le gargouillis des 38 fontaines du village a façonné sa personnalité atypique. C'est le monument aux morts de Barjol. Et comme Barjol, il y a de l'eau partout, mais c'est aussi une fontaine. Et c'est assez paradoxal qu'on célèbre les morts à travers l'eau qui célèbre la vie. L'eau, c'est la vie. Sur la place principale du village, l'une d'entre elles attire l'attention. Construite en 1906, elle était à l'origine dominée par une statue, aujourd'hui disparue, sous cet étrange manteau vert. Lorsque l'eau s'écoule, eh bien sur les petites mousses que vous voyez ici, elle dépose petit à petit, micron par micron, du calcaire qui va constituer ce grand ensemble. Et c'est pour ça que cette fontaine, il faut la tailler régulièrement. Grâce à l'eau, Barjol connaît son apogée dans les années 50 avec les tanneries. La commune produit à l'époque 7% du cuir français. À l'origine, c'est sur ce cours d'eau que l'on venait prélever une grande partie des eaux qui ont servi à l'alimentation de la partie industrielle. En 1982, les tanneries mettent la clé sous la porte. Barjol aura donc vécu plusieurs décennies grâce à la présence de l'eau. Une richesse précieuse qui coule toujours et pour de longues années encore dans les veines du village. À Nice, le jeudi, c'est le soir de la semaine où on peut visiter à la fraîche le Mamac, le musée Masséna ou le Palais Lascaris. Des ouvertures nocturnes jusqu'à 22h avec, si vous avez de la chance, un petit concert en prime. Hélène France, Benoît Lotte. Dans le parc, le temps suspendu, presque inversé, une atmosphère délicieusement surannée pour un écrin muséal paré d'art lyrique. Une nuit de lune montante, la première nocturne du musée Masséna est un voyage dans un ailleurs pas si lointain. Le musée est en lui-même un petit bijou, une orfèvrerie. Mais la musique met une vie, un élément vital, supplémentaire aux choses, aux accrochages. On est dans un moment où la vie, la musique, l'histoire se rencontrent. L'histoire par l'exposition sur l'école de Nice, Nice à l'école de l'histoire, et la musique par tous ces morceaux qui ont été créés et joués par des compositeurs de cette époque. Yves Klein a repris ici des petites victoires de Samothrace. Une visite guidée de l'exposition pour commencer la soirée et en lien avec les œuvres de certaines salles, comme une respiration, les voix souples et puissantes de Christina Collière et Gilles Sanjuan. Il y a une harmonie justement entre ce que l'on voit là ce soir, ce lien entre le passé et puis en même temps un autre aspect de l'art, si vous voulez, qui est la musique. Je trouve que tout s'intègre. C'est pas la foule, donc c'est plus intéressant. L'expérience est singulière et le public séduit, davantage encore lorsqu'il découvre un mini-récital en fin de parcours. C'est vraiment une super formule de nous faire vivre ce décor dans son authenticité. On se croirait chez Visconti, chez Proust. Et puis je trouve que leur voix, elle est super. Parce que justement, juste cette harpe qui les accompagne, je trouve que ça a un petit côté presque, je sais pas, à la fois intime et décadent. Tous les jeudis soirs ne seront pas musicaux. Prochaine nocturne lyrique, les 17 et 24 août. Ce soir, pas de concert, mais le musée est ouvert. Avance, c'est un festival de cinéma en plein air qui se déroule en ce moment. Jardin-sur-Cour est un festival
2 courts-métrages gratuits organisés par la ville et par l'association Culture et Cinéma. Pour l'occasion, un écran gonflable est installé en plein cœur de la cité. Pascal Varnier, Pierre-Olivier Casabianca. Le cinéma en plein air avance, ça commence par une séance de gonflette. Après quelques minutes d'efforts intenses, l'écran de 10 mètres de hauteur se dresse enfin face au public. La 3e édition de Jardin sur Cour peut démarrer. Honneur aux anciens, Ain't She Sweet, un dessin animé américain de 1933, rend hommage à la créativité des pionniers. Puis La Cage, plus récent, célèbre le savoir-faire français dans ce domaine. Jardin sur Cour présente aussi des documentaires en phase avec la société, comme celui-ci sur le handicap. Un incandescence dans le sens, j'ai vu ensemble tous mes rêves paradoxalement, tout m'enchante et dans l'ensemble tous mes nerfs, je connais pas le sens du mot tous mes nerfs. Si tu le veux, ça parle d'un jour normal de la vie de Nathan. Nathan est un ami à moi qui danse et qui est handicapé, qui est atteint d'arthrogrypose. Voilà, il peut pas plier ses jambes. Il a trouvé la danse et par ce chemin, eh bien, il a réussi à... Il est en train de s'accomplir de plus en plus et de réaliser ce qu'il aime faire. Le skate moderne, ou comment vivre sa jeunesse en milieu rural. Mon père, non, il a jamais... Ce film raconte les interrogations existentielles de fils de paysans qui ne veulent pas reprendre la ferme familiale. Dependence, une fantaisie esthétique, met en scène un bourgeois quadragénaire qui veut obliger son mobilier à obéir au doigt et à l'œil. 14 films au total pour combler et surprendre le public. Qu'est-ce que vous pensez de la programmation de ce soir ? Hétéroclite, on va dire. Là, franchement, le dernier m'a beaucoup plu. Voilà. Je me suis un peu ennuyé, pour tout dire. C'est difficile d'analyser comme ça à chaud, mais un certain manque d'invention, de rythme, je trouve. Ça parle de fait de société, en fait, apparemment, et c'est intéressant, oui. Le festival du court-métrage se tient à Vence jusqu'à vendredi soir, et c'est gratuit. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, embarquement immédiat avec Emmanuel Zini. Et juste après, ne manquez pas la météo. Vous le savez, tous les départements de la région PACA restent en vigilance orange canicule. Rafraîchissez-vous. Bonne soirée à tous.